Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. 13 heures exclusivement consacrées au Journal des régions. Ce matin, voici les titres. Réinsertion et enrôlement à l'état civil des ex-combattants du MFDC. L'État du Sénégal accompagne le projet. Plus de 60 000 demandes sont enregistrées à Ziguinchor. L'initiative renforce les efforts de maintien de la paix et de la cohésion sociale. À Kédougou, l'état du pont de Nyeriko inquiète la population. Les habitants de Ouassoudou sont l'alerte, surtout avec la fréquence des camions. Les accidents ne sont pas exclus avec cette forte activité qui menace grave la sécurité. Et puis focus ce matin sur les téléfilms sénégalais qui ont carrément changé la production cinématographique. Mounial, Infidèle, Babel, etc. Ils sont nombreuses ces séries qui ont connu du succès. Nous avons été à Even Prod, l'une des plus grandes maisons de production au Sénégal. Bonjour et bienvenue dans ce journal consacré exclusivement aux régions ce matin. L'état du pont de Nyeriko inquiète les populations de Kédougou. Cette localité, donc, l'ouvrage tient encore, mais avec la fréquence des camions et d'autres véhicules, les accidents se multiplient. Du coup, les populations de Ouassoudou ont sonné l'alerte. Reportage avec Tidiane Sissé. Situé sur la route nationale numéro 7, certains l'appellent le pont de Ouassoudou, d'autres le pont de Nyeriko. L'infrastructure suscite aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes des populations de Ouassoudou Dépôt, le village éponyme. La position du pont est un peu très délicate, donc ce qui cause les accidents ici. Parce qu'en arrivant à vive allure, on ne peut pas maîtriser. Le pont est positionné sur une portion de S, donc à double virage. Donc ce qui fait que quand les chauffeurs viennent à vive allure, avant qu'ils ne se rendent compte qu'ils sont arrivés sur le virage, donc ils sont déjà dans le pont. Les accidents ont commencé à se multiplier. Et ce sont des accidents mortels. Parce que le pont, la position du pont, en rentrant, il y a un virage. En sortant aussi, il y a un virage. Donc, je crois que ça trompe des fois les chauffeurs. La multiplication des cas d'accidents ici a fini d'emporter une grande partie de la barrière de sécurité à droite. Ça inquiète beaucoup la population de Ouassoudou. Ils ont même tué un bœuf là-bas, comme Saritier. Mais avec tout ça, ça se multiplie. Il y a un accident. Le camion avait chargé du ciment. Donc, le camion est tombé dedans. On ne voit même pas le camion. Il y a un camion citerne aussi. Donc, c'était le jour de la Tabaski, je me rappelle bien, à 14 h. Donc, le camion citerne est tombé là-bas et a explosé. Ce pont de Ouassoudou joue pourtant un rôle très important dans le trafic routier. Pour aller dans la région de Kédougou et dans la sous-région, la plupart des camions passent sur ce pont. Comme vous le voyez, les barrières sont en état de délabrement. Donc si nous avons vraiment eu des barrières qui vont limiter les accidents, mais aussi pas des barrières serment. Donc essayer de faire au moins un ralentisseur, donc tout juste à l'entrée du virage. Donc là, ça va permettre aux chauffeurs au moins de diminuer la vitesse avant de rentrer dans le virage. Ce pont est construit également sur un fleuve que l'on appelle le Nyeriko, 590 km. Avec le Nyokolokoba, le Sandougou, le Tchokoy et le Diara, il constitue les principaux affluents du fleuve Gambie qui traversent des localités peu arrosées comme Ouassoudou Dépôt. Le fleuve Nyeriko a fait de Ouassoudou un village économique de la commune de Dialokoto. Donc tous les pêcheurs sont basés à Ouassoudou, de Dialokoto jusqu'à Missira, que tout le monde vient acheter du poisson frais ici. Actuellement, nous voulons que l'État nous aide à alimenter le village par l'électricité, puisque ça va nous aider, les femmes surtout. Les femmes, elles sont là bravement dans des activités. En ce moment, nous n'avons que ça à faire pour alimenter notre caisse. Si le village était électrifié ou si nous obtenons le soutien de l'État, on pourrait faire d'autres activités génératrices de revenus. Ouassoudou Dépôt est un village de la commune de Dialakoto situé à une 60aine de kilomètres de Tambacounda. Ces groupements féminins ont aujourd'hui besoin de l'accompagnement des structures étatiques pour bénéficier de formation et de financement.
Voilà, merci beaucoup, Tidjane Cissé. Les centaines de camions qui traversent le corridor Dakar-Bamako seront bientôt moins utilisés. C'est la conviction du directeur général de la Société nationale des chemins de fer, El Hadj Malick Ndoye, qui était hier l'invité du magazine Le Point, est revenu sur, bien entendu, la réhabilitation de la voie ferrée Dakar-Tambacounda et à terme Dakar-Bamako, qui va générer beaucoup d'emplois et changer le visage socio-économique. Nous l'écoutons. C'est une manière aussi de montrer que la liaison ferroviaire, aujourd'hui, elle est rétablie. Maintenant, on est sur une campagne d'essai. On va faire circuler des trains de plus en plus lourds, avec des vitesses de plus en plus élevées, histoire de fiabiliser la voie ferrée. Et d'ici quelques jours, nous allons terminer cette campagne d'essai et démarrer de manière effective l'activité commerciale. Aujourd'hui, il y a des centaines de camions qui traversent le corridor entre Dakar et Bamako. Donc ça amène beaucoup de problématiques, notamment au niveau du port autonome de Dakar, qui est un partenaire privilégié, des problématiques de congestion. Au niveau du réseau de transport terrestre, ça a beaucoup d'impact sur nos routes. Et l'idée, c'est de faire transvaser tous ces centaines de conteneurs sur les rails. Donc c'est un programme qui va se faire sur plusieurs années. Là, on vient juste de démarrer. Mais l'idée, voilà, c'est d'essayer de capter ce marché. Maintenant, au-delà de ça, il y a d'autres marchés et d'autres perspectives qui se sont ouverts en cours de réalisation de ce projet que nous allons explorer, exploiter dans les mois et les semaines à venir. Donc vraiment, les cheminots aussi se sont investis à 300%. Et c'est grâce à cette impulsion et cette tête de tous qu'on est en train d'y arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, au niveau de la voie métrique, on a réhabilité jusqu'à Tambacounda sur la phase 1. L'idée, c'est d'aller jusqu'à Kidira au niveau de la frontière malienne. Il y a aussi, on va aller à l'est du Sénégal pour chercher les zones minières, sur la Falémé aussi, vers Kédougou, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont dans notre perspective. Idem aussi, il y a une ligne historique vers le nord, à Saint-Louis. Donc c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, on est en train de regarder les études. Donc voilà, l'idée c'est qu'à horizon 2035, on arrive à un maillage complet du territoire sénégalais en termes de réseau ferroviaire. Nous travaillons là-dessus et on espère y arriver. Voilà, El Hadj Malick Ndoye, directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal. En moins de 1000 jours des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, la libération des emprises de la rue 1 et les alentours se poursuit. Une enveloppe de près de 2 milliards a été dégagée pour faciliter le déplacement des occupants. Sous peu, les travaux d'extension du stade Iba Mar Diop vont démarrer pour être livrés en fin 2025. Le reportage de Mbara Ndiaye et d'Ibrahima Ndong. Elle vit ses derniers jours dans un site qu'elle aura occupé pendant plusieurs années. Cette femme doit libérer l'espace car ayant déjà été indemnisée comme la plupart des occupants. Mais Mme Diouf joue encore les prolongations. J'attends un peu pour prendre mes affaires. Une fois que c'est fait, je pourrai partir. En ce moment, je n'ai pas quelqu'un pour le faire. Les enfants de ma sœur qui sont au village viendront sans doute m'aider à prendre mes bagages. J'apprécie la démarche. Tous les occupants ont été dédommagés et accompagnés. Je suis vraiment content. Le projet est d'une utilité pour tout le monde. Tous les Sénégalais en sont ravis. Un projet d'utilité publique bien compris par les occupants. C'est pourquoi les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens pour les accompagner. L'objectif est de faciliter leur déplacement. On a payé la totalité d'un montant de 1,8 milliard sur les 1253 PAP qui ont été identifiés. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, les gens sont en train de partir d'eux-mêmes. On est au niveau là où c'était le plus encombré avec la partie mécanicien. Et à plus de 80%, les gens ont libéré le site. On a continué les paiements et sur la rue 1, les tailleurs ont fait l'objet de paiements. Les cordonniers ont été recensés et conciliés. Maintenant, eux, ils ont la particularité d'avoir pu bénéficier dans le cadre du projet d'un financement à part. Et il s'agira pour nous de leur construire une maison dédiée qu'on appelle Maison du Cuir, avec l'appui du maire qui nous a mis une assiette foncière. Tout cela participe à faciliter leur installation future. Après libération totale de l'emprise, les autorités ont prévu le démarrage effectif des travaux.
Et ce qui est prévu aujourd'hui avec le préfet de Dakar, c'est que dans la semaine à venir, une opération sera faite par rapport à l'avancement actuel de paiement des impenses pour pouvoir procéder à la libération totale de l'emprise. Et derrière, nous, à Géroute, on a déjà une entreprise de travaux. Derrière, pouvoir faire la sécurisation du site à travers un mur de clôture pour nous permettre de sécuriser vraiment l'emprise du projet. Fin 2025, c'est la date prévue pour la livraison des infrastructures que vont abriter ce site. C'est pourquoi les organisateurs comptent appuyer sur l'accélérateur pour le respect des délais. Et puis, dans un instant, nous en venons au dossier du jour, juste après ceci. Voilà, du maquis à l'état civil, la signature de l'accord de dépôt d'armes à Mongone, l'État s'étant engagé à accompagner les ex-combattants des MFDC pour respecter les termes de négociation, réinsertion et enrôlement à l'état civil sont prévus. Des dizaines de milliers de personnes ont adhéré à ce projet. Plus de 60 000 demandes enregistrées dans la commune de Ziguinchor. Abdoulaye Sinkare a rencontré ses anciens chefs de guerre. Vous allez l'entendre, leurs confidences sont assez poignantes. Dans son village de Mongone, Souleymane Diédhiou profite des précieux moments qu'il passe avec sa fille. Membre de l'ex-faction Diakaï, Athanase comme l'appellent les intimes, a passé plus de 30 ans dans le maquis. De retour à la vie civile, cet ex-combattant considéré aujourd'hui comme une victime vit chaque moment avec les siens, comme si c'était le dernier. Presque 40 ans et quelques. Nous sommes dans le maquis depuis 40 ans, en train de nous entretuer avec les militaires. Cela n'a rien réglé. Les populations aussi ont souffert. Certains ont fui, laissant tout derrière eux pour aller vivre dans des conditions difficiles. Voyant cela, nous avons compris qu'il fallait trouver les voies et moyens de s'asseoir avec l'État pour discuter. Ce n'est pas la guerre qui va amener la paix. Kataban, dans la commune du même nom. Moussa Sambou est content de revenir auprès des siens, retrouver ses deux épouses et ses enfants. 40 ans de guerre. Si c'était les armes qui peuvent régler ça, depuis, ça a été fait. Mais j'ai vu que le monde actuel, seul le dialogue peut régler tous les problèmes. Si c'était le fusil, on n'arrivera pas ici. Comme Athanase, dont la fille en classe de CM1 a été déclarée à l'état civil, Moussa vient d'enrôler ses enfants et continue de sensibiliser autour de lui. Ceux qui n'ont pas encore enrôlé sur ce projet-là, je leur demande vraiment d'y mettre. Parce que ce programme-là, c'est un programme vraiment qui est tellement nécessaire. Parce que si vous voyez, auparavant, avant d'avoir une extrait de naissance, tu passeras à l'audience foraine, tu passeras au jugement, mais dans ce processus-là, dans ce projet-là, tu ne fais que enrôler. L'opération d'enrôlement à l'état civil entre dans le cadre de l'accord de dépôt des armes signé le 13 mai 2023 entre l'État et Diakaï. Une disposition qui tient à cœur les ex-combattants, comme le rappelle l'homme qui commandait la faction, Fatou Makouli. C'est nous qui avons demandé la délivrance des actes de naissance. C'était un véritable problème pour nous et pour toute la population. C'est pourquoi, lors des discussions, nous avons proposé que l'état civil soit un des points que l'État doit prendre en charge. Pour le quinquagénaire qui a rejoint le maquis en 1993, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Nous sommes en train d'enrôler les gens pour qu'ils aient des extraits de naissance. C'est le plus grand problème, car la crise est sévie depuis 1982. Des enfants nés pendant ce conflit n'ont pas d'extrait de naissance, sans compter ceux qui se sont réfugiés en Guinée-Bissau et en Gambie.
Beaucoup de nos parents n'ont pas de pièce d'identité. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, car l'État a pris toutes ces questions en considération. Nous sommes contents de voir qu'il est en train de faire ce qu'il avait promis. Que ceux qui n'ont pas d'acte de naissance aillent se faire enrôler. Ainsi, nous pourrons dépasser ce problème. Auparavant, il fallait passer par les audiences foraines, trouver des témoins, et c'était compliqué. Aujourd'hui, nous sommes très contents. L'État a pris l'engagement de nous faire des extraits, et il y en a qui sont déjà disponibles. Les gens peuvent aller dans les mairies et récupérer leurs extraits. C'est vraiment un plaisir. Pour comprendre l'impact de cette opération d'enrôlement, nous nous rendons à la mairie de Djinaki, cette commune où Diakaye avait établi ses bases. Ici, les premiers lots d'extraits de naissance sont disponibles. Les chiffres qui nous reviennent sont de l'ordre de 3000, d'accord, plus ou moins justement, et ce qui paraît quand même important et qui justifie en même temps un peu l'intérêt qu'il y avait à mettre en œuvre un tel projet pour les populations et donc naturellement pour la commune de Djinaki de façon générale. Vu son importance, l'opération a été élargie aux civils et dans les différentes communes de Ziguinchor. Aujourd'hui, les demandes dépassent largement l'objectif de départ de 33 000 personnes. C'est Diakaye qui a posé ce point-là, qui a intégré ce point dans les négociations. Et à travers cela, l'État du Sénégal a répondu favorablement à travers le chef de l'État qui a pensé que si hier les gens étaient réticents d'avoir une carte d'identité et aujourd'hui ils disent sont prêts, je pense que c'est de rétablir dans leurs droits. Au mois de décembre passé, on était autour de 50 685 demandes. Mais hier, on m'a fait déjà que nous sommes au-delà de 60 000. Donc, ça veut dire qu'il y a une forte demande. On a négocié avec l'État du Sénégal, entré dans le projet de dépôt des armes. Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes dans le projet et les armes ont été déposées le 13 mai. Et dans le dépôt des armes le 13 mai, avec l'État du Sénégal, les engagements que l'État du Sénégal a eu à prendre, on ne peut pas dire que tout a été bien fait, mais l'État est en train de faire de grandes choses par rapport à l'accompagnement. Toutes les demandes atterrissent sur le bureau du procureur avant l'établissement des actes. Le magistrat fonde son action sur l'article 51 du Code de la famille. L'article 51 du Code de la famille prévoit que le procureur de la République peut procéder à des déclarations de naissance dont il aurait eu connaissance et qui n'ont pas été constatées au niveau d'un centre d'état civil. Là, il s'agit véritablement de ce qu'on appelle des attributions civiles du ministère public. La première pièce fondamentale qu'il faudrait produire, c'est ce qu'on appelle un certificat de non-inscription établi par l'officier d'état civil qui certifie que cette personne-là n'a jamais été déclarée. Ensuite, dans le fond du dossier, il y a évidemment une demande qui nous est adressée, mais aussi et surtout, il y a en tout cas des déclarations sur l'honneur qui sont faites. Cette opération d'enrôlement est d'un enjeu capital et à valeur de symbole. Vous voyez, imaginez des personnes qui sont restées pendant 30 ou 40 ans dans une négation de leur sénégalité, ou en tout cas de leur nationalité sénégalaise, et qui aujourd'hui vous disent « nous avons déposé les armes, nous ne demandons plus l'indépendance, mais nous voulons que vous nous considériez véritablement comme des citoyens sénégalais ». Là, à ce niveau-là, moi je pense que c'est un enjeu fondamental et c'est quelque chose d'extrêmement important, en tout cas pour le retour de la paix en Casamance. À côté de la délivrance d'extraits de naissance, l'État accompagne les victimes pour une meilleure insertion sociale. Voilà, merci Abdoulaye Sinkare. Mounial, infidèle, Babel ou Mbetel, ça vous parle sûrement. Il s'agit des titres des séries télévisées qui passent ou sont déjà passés sur nos écrans. La production de séries télévisées a connu de grandes mutations au Sénégal ces dernières années. Derrière le succès de ces films, c'est tout un travail d'équipe qui nécessite beaucoup de moyens. Focus ce soir sur l'un des plus grands groupes de production cinématographique au Sénégal. Il s'agit de Even Prod. C'est avec Oumou Kalsoum Sall. Une séquence de BTBT, la série d'Even Prod qui sera prochainement diffusée. En 10 ans, cette maison de production s'est imposée. L'aventure a commencé
avec Idole. Bientôt, sur vos écrans. Avant Evon Prod, on était dans tout ce qui est communication, publicité. Et ce n'est pas des domaines très différents, je pense. À un moment donné, les séries commençaient à faire leur apparition dans le paysage audiovisuel sénégalais. Et on s'est dit à un moment donné, pourquoi ne pas tenter sa chance, essayer de changer, de diversifier un tout petit peu nos domaines d'activité. Evenprod s'est distingué par les thématiques développées en rupture avec la subtilité des précurseurs. Nous avons toujours des thématiques un peu borderline, ce que je dis, un peu à la limite du réglementaire ou bien de la normale. Nous avons tout le temps des thématiques un peu voilà, qui choquent. Par exemple, Infidèle, qui a fait beaucoup de bruit. C'était une thématique très osée. Personne n'était d'accord, ou la grande partie de l'agence, les gens n'étaient pas d'accord. Mais moi, quand tu me dis je ne suis pas d'accord, tu me motives. Donc on l'a commencé, au début c'était très difficile, les gens n'ont pas compris. Mais moi, c'est pour moi une manière de dire ça c'est un problème que nous avons et les problèmes on ne les fuit pas, on les affronte. Une entreprise qui roule avec une d'agents permanents et pour chaque projet, cet effectif peut doubler voire tripler pour dire que la réalisation d'un produit de qualité nécessite beaucoup de moyens. Quand vous voulez faire une bonne série, c'est entre 75 et 100 et quelques millions. Une bonne saison d'une série qui se tient, c'est ça. Si vous ne les avez pas, ça risque d'être compliqué. On peut faire avec moi, il y a toujours du low cost qui peut se faire, mais ça se sent. Mais même si vous faites avec du low cost, si vous faites du low cost, c'est un projet où vous cassez les lignes de dépenses, vous les minimisez au maximum, vous êtes dans les 30, 35, 50 millions. Et pour rentabiliser une autre paire de manches. Une série passe, vous pouvez voir beaucoup de trucs, vous pouvez voir beaucoup de marques défiler, mais ça ne coûte pas cher parce que les gens n'achètent pas cher. Parce que oui, peut-être qu'il y a une floraison de séries et pour vendre une série, c'est très compliqué. Pour récupérer 25 ou 30 millions en sponsoring, oui, vous avez plusieurs niches, c'est-à-dire que la série peut être vendue. Après, si vous faites une bonne série, tout dépend de la qualité de la série. Si vous faites une bonne série, elle peut être reprise par Sunuyef, elle peut être reprise par Canal via A+, elle peut être reprise par Wido. Vous avez des revenus qui peuvent venir de YouTube, ainsi de suite. Et ce que vous drainez au niveau, c'est un cumul de revenus qui peut vous permettre de plus ou moins rentabiliser une série. Mais maintenant que sur la publicité, ça ne se fait plus. C'est très compliqué à rentabiliser que via la publicité. La fierté de Ibou Gueye est de voir aujourd'hui ses productions diffusées sur des chaînes internationales. Il compte poursuivre son bonhomme de chemin en attendant de pouvoir bénéficier de l'accompagnement du ministère de la Culture, jusque-là inexistant. La communauté chrétienne de Kaolack a démarré le carême hier. Vous allez le voir, notre équipe sur place a rencontré la famille de Jean Aliou Bassène, dont sa demeure au quartier Ngane. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour revivre en carême dans des conditions meilleures et de dévotion. Le sujet est signé Claire Diop à Kaolack. Premier jour de carême chez la famille Bassène. Nous sommes au quartier Ngane dans la commune de Kaolack. À notre arrivée, le chef de famille nous accueille. Dans la maison, c'est le calme plat. En ce mercredi, jour des cendres, ici jeûner est une longue tradition. La période est de communion, de privation et de pénitence, action de grâce envers le Seigneur. Le carême, c'est la réconciliation d'abord, et ses principes, c'est la charité, la prière et le carême. Alors, donc, ces trois commandements qui riment tout à fait le carême. La famille a procédé à des réaménagements de son planning pour les besoins du carême. Les plus jeunes ne sont pas autorisés à jeûner et pour les grandes personnes, il est prévu un repas par jour à 20h. Le carême
est dictée par un comportement catholique d'abord, un comportement catholique qui doit être respecté durant les 40 jours de jeûne. Les jours de dimanche, nous allons à la prière du dimanche. Les autres jours, nous avons des prières à 18h30. En plus des prières que nous faisons à la maison. Côté cuisine également, des changements sont opérés, nous dit-on, au menu des plats légers et sains pour accompagner les jeûneurs. Le carême, moi personnellement, je n'ai pas de problème particulier avec. Tous les jours, je fais mes tâches quotidiennes jusqu'à l'heure de la rupture. Je prépare le déjeuner pour les enfants tous les matins aussi. Ce que l'on prenait au petit déjeuner, je donne cela aux enfants talibés. Le partage est très important et c'est recommandé par la religion. En bon djola, la préférence est nette pour le caldo. Le caldo, vous n'avez pas la tomate. Vous n'avez pas la tomate. Le caldo, c'est une cuisine simple et riche. Voilà pourquoi au temps du carême, alors le djola préfère le caldo. Oui, souvent nous préparons du caldo, c'est très bon. Ou bien du poisson grillé. Ma famille aime cela aussi, avec de la marinade et du bissap. Cela donne beaucoup d'appétit et c'est très sain. Le fidèle chrétien doit en toutes circonstances exprimer sa foi en toute sincérité et montrer l'exemple, notamment en cette période de carême. À ce moment, on ne doit pas flancher, on ne doit pas vivre la tristesse ni la paresse pour se dire qu'on a jeûné et ne pas faire ce qui est de notre devoir. Donc c'est à ce moment, en tout cas, qu'on doit faire plus d'efforts pour faire bien notre travail, mais également suivre les recommandations de notre Dieu. Le carême, une étape importante dans la vie de ses fidèles frères et sœurs en Jésus-Christ. Les maîtres mots, conversion et pénitence. En cette période liturgique, la motivation est au maximum et la forte canicule qui sévit dans la région de Kaolack ces derniers jours n'influe en rien sur la foi de ces chrétiens. 39e édition de la Ziara annuelle Elhadji Mouhamadou Zeyni Diniba de Aéré Lao, une rencontre de prière et de recueillement qui réunit tous les fils du terroir du Fouta. Le gouvernement a été représenté par une forte délégation conduite par le ministre de la Pêche, Pape Sagna Mbaye. Des séances de prière ont été également formulées pour le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Ramatanem. Aéré Lao, une commune du nord du Sénégal située dans le département de Podor, a organisé un des événements religieux les plus importants de la zone, la Ziara annuelle de Elhadji Mouhamadou Zeyni Diniba. La 39e édition a réuni des milliers de croyants autour de la prière. Une parfaite communion des populations de Aéré Lao et environ. Le maire de la commune, Muntagassi, a lors de la cérémonie remercié le chef de l'État pour toutes les réalisations dans la commune. Président Macky Sall, le président Sall est notre président que Dieu a bien voulu désigner comme dirigeant du Sénégal. Il a apporté par ici tout ce que l'on voulait pour notre développement. Le président a ouvert un centre de formation professionnelle pour nos jeunes. On n'oublie pas le pavage de la localité. L'électricité est aussi arrivée et de jour comme de nuit est disponible. On est loin des ténèbres. Grâce à lui, on a de l'eau partout, du Djeri au Walo. Le président est donc quitte avec les populations d'Aéré Lao. Il nous a amené le FERA. 50 jeunes y travaillent et 80 sont dans le programme Khoyundawi. Il y a aussi le volet éducation avec près d'une centaine de jeunes recrutés par l'éducation nationale. Et puis il y a cette brigade de gendarmerie qui permet de dormir en toute sécurité.
Pour notre exploitation agricole, le président a déjà injecté quelques 500 millions dans le projet à travers la SAED. 2014, Entre 2014 et maintenant, des changements notables sont visibles à Aérelao. Une seule doléance formulée afin de rendre plus autonomes ces populations de Aérelao. C'est le moment de vous demander très respectueusement de prendre en charge une requête importante des populations. La route du Djeri, Linguère, Labgar, Yarelao, Aérelao, Koilel, Balerou a été lancée par le ministre des Infrastructures, M. Mansour Faye, l'année dernière. C'était en janvier. Nous demandons à ce que cette route soit mise en œuvre et que les travaux démarrent. Nous resterons d'une loyauté absolue à l'endroit de son Excellence le Président Macky Sall, qui a tout fait pour notre commune et tout fait pour notre terroir. Des prières et remerciements formulés à l'endroit du chef de l'État Macky Sall et de son gouvernement pour un Sénégal de paix et de prospérité. Voilà, la Ziyara d'Aérelao avec la présence du maire Mountagassi, par ailleurs directeur général du port autonome de Dakar. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition qui a été consacrée entièrement aux régions. Merci à toute l'équipe de coordination qui l'a préparée ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour la version Wolof.